Bonjour et bienvenue, on va parler de guerre de l'image, de la com, de guerre de pouvoir également et aussi de guerre des échos. Et on va en parler avec monsieur Romain Mouton. Bonjour Romain. Bonjour Christophe. Conseiller en communication, cabinet RM Conseil. On va en parler avec un militaire de réserve, Jackie Jabello, également communicant. Bonjour Jackie. Les hommages. Agence Coriolinc, hommage également. Nicolas Tenzer, bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Et avec Emmanuel Hervé, spécialiste de la com de crise, on en a bien besoin aujourd'hui. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe. Cabinet EH&A. De la guerre de l'image, donc, vous l'avez vu, c'était hier après-midi. Le général de Villiers quitte ses bureaux sous les applaudissements de ses hommes et de ses troupes. Un véritable séisme fait sans précédent depuis 1958. La démission du chef d'état-major des armées provoque un véritable tollé. La Grande Muette ne l'est plus. Commentaire, et on va commencer par Jackie Jabello. Ces images que l'on a vues. Alors vous savez, l'armée considère la communication comme une arme majeure. D'ailleurs, l'armée a tout inventé. Juste pour faire un retour en arrière, lors de la Première Guerre mondiale, les Américains ont créé une commission qui s'appelait la commission Creel, et ils ont réuni tout un tas de gens qui sont devenus extrêmement célèbres, Ogilvy et j'en passe. Et ces gens-là se sont dit, pour que les Américains fassent la guerre en Europe, il va falloir vendre ça à l'opinion publique. Donc, vous voyez une communication parfaite, générée par l'armée, une image, de l'osmose. Aucun mot, tout est dit, tout passe par là, il n'y a rien besoin de dire. L'armée est un formidable communicant, et à tel point qu'ils s'en servent sur les terrains d'opérations extérieures pour faire des choses parfois qui sont assez peu recommandables par la morale publique, mais c'est ainsi aussi qu'on fait la guerre. Donc voilà comment je peux décrypter, premier point, cette communication remarquable, tout passe par là, et on se dit, eh bien, Monsieur Macron, maintenant, défends-toi et essaye de justifier pourquoi tu as saqué quelqu'un qui est adoré par ces hommes et ces femmes qui nous défendent au quotidien sur le terrain, et on le sait encore plus depuis 2014. Alors, image forte, bien évidemment, il ne s'agit pas de caméras de télévision, mais simplement des captures qui ont été faites par des officiers, par des militaires qui étaient sur place. Quand on parle de guerre, de bataille de l'image, vous êtes d'accord? Je vois Romain Mouton qui se trémouche sur son siège. Visiblement, il a une autre analyse. Ah non, je salue ces images, je suis d'accord avec Jackie, c'est léché, mais c'est les mêmes images quand un ministre battu, viré, quitte son ministère, il est applaudi par tout le monde sur le perron. Donc finalement, la bataille de la communication, c'est tout le monde qui la mène. Et c'est le général, le chef d'état-major des armées qui a démissionné, mais c'est le ministre qui démissionne ou le ministre qui est viré. On a les mêmes images. Donc c'est de la com. Il n'y a pas plus de symbole pour vous? Aucun symbole supplémentaire, c'est que de la com. C'est de la com comme dans tous les ministères, toutes les administrations. Quelqu'un qui s'en va, on lui fait un pot de départ. Ça a beau avoir été quelqu'un de formidable ou de nul, de toute façon, on va saluer. Il s'avère que lui, apparemment, il était formidable. Très bien, donc c'est normal que son équipe le salue. C'est normal qu'il soit applaudi. C'est normal que ce soit sur le fil Twitter de son institution. Alors là, rien d'extraordinaire. Il y a effectivement cet autre pan. Est-ce normal que ces images se retrouvent sur le fil Twitter? On est là aussi dans la bataille. Vous allez voir dans peu de temps, dans quelques secondes, que le président de la République a organisé au même moment sa communication. Un mot quand même sur ces images, sur ces troupes, au-delà de ces troupes, au-delà de ces quelques dizaines de militaires. Hier, c'était quand même, entre guillemets, une nation qui éprouvait tristesse et exaspération après la décision. En tout cas, une forme de tristesse. Je pense que d'abord, l'armée est quand même un corps assez soudé, qui n'échappe pas évidemment aux petites guerres internes, mais c'est quand même un corps extrêmement soudé. Et c'est surtout un corps qui se sent aujourd'hui mal considéré, mal aimé. Et je crois que les échanges indirects entre le président de la République et le chef d'état-major des armées ont en fait marqué, je pense, cette armée qui souffre au quotidien. Qui fait la guerre. Qui trouve qu'elle n'a pas assez de moyens. Et la manière dont les choses se sont passées, et sans entrer sur le fond des responsabilités, ce qu'il fallait, ce qu'il ne fallait pas, est-ce qu'il y a eu des fautes, etc., c'est aussi le manque d'empathie. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où les gens se sont dit mais on ne nous considère pas. Parce que le général de Villiers, à un certain moment, s'est trouvé dans la position du représentant de l'armée et du représentant, du porte-parole de ses souffrances au quotidien, les matériels usés, le manque d'équipement, le danger, parfois les soldes payés ou les primes avec un certain nombre de retards, Il y a un rapport justement ce matin réalité de la Commission des finances du Sénat sur le patrimoine immobilier de l'armée avec une institution et des locaux, je cite, proches de l'insalubrité. Voilà, et je pense que c'est ça, c'est cette image-là, je pense, qui est très dure pour les militaires, c'est de dire mais finalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour nous ?
Et je rajouterais qu'ils ont l'impression d'avoir été utilisés. Parce que Macron, depuis le début, utilise l'image de l'armée, il se rend à l'hôpital, il défile dans une... Il est allé au Sahel voir les troupes, il a descendu les Champs-Élysées à 2 reprises sur un commande-car, vous voyez l'image. Donc il est très très proche de cette image-là, justement, dans la guerre d'images. Et là, tout à coup, il y a une fracture, il y a un gap. Ils étaient très contents, les militaires, jusque-là. Et puis, ils ont l'impression d'être trahis, du coup. Donc, je pense que c'est ça aussi qui génère le mécontentement, en fait, général. Alors, au même moment, je le disais, la bataille de com' et la bataille de l'image, vous avez vu ces images des troupes autour du général de Villiers. Et puis, il y avait, alors que l'indignation était à son comble, on va y revenir aussi, un président qui a pris de la hauteur. Alors, regardez, vidéo postée sur Facebook, compte Twitter, Emmanuel Macron qui arrive sur le Tour de France. L'image d'un homme seul au sommet qui avance sans que rien ne vienne perturber sa marche. De la belle com', et ça nous vaut une belle séquence. Regardez. Je passe à lui. Il faut aligner là. Bonjour. On est... Ça va? Vous faites pas de bile. Ah, je vais pas vous promettre l'impossible. Le garçon ne cesse de nous surprendre, on le savait, hyper talentueux le jeune. Personne ne m'a forcé. Personne ne m'a forcé à faire ça. Au revoir, jeune homme. Super. Merci. C'est beau la com'. Oui, c'est beau. Et puis, souvenez-vous, vous en avez souvent parlé, Christophe, dans l'émission. On nous avait dit, attention, je reprends la main, je suis jupitérien, je reste en hauteur, je n'aborderai jamais les dossiers qui ne sont pas en relation avec l'objet de mon déplacement. Et puis, hier, on fait de la politique avec un journaliste sportif. On va y revenir, oui. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on sent derrière ça que Emmanuel Macron est en train de perdre la main. Moi, pour rester dans la métaphore sportive, je vous dirais que ce qui s'est passé hier avec le général de Villiers, c'est le but avant la mi-temps. Jusque-là, tout allait très très bien. Tout était léché, Trump, Poutine, j'en passe et les meilleurs. Et puis là, il commence à subir. Donc c'est vraiment le but avant la mi-temps. On va partir en vacances avec cette impression de vide et de se dire... Les choses sont en train de changer. C'est pas véritablement le personnage qu'on avait élu. On va vouloir creuser un peu plus. Et vous verrez, les gens qui sont en train de préparer la rentrée sociale, pour des gens comme nous qui faisons de la crise, ils se disent, tiens, là j'ai un point d'ancrage qui pourrait être assez intéressant à exploiter, tout simplement parce qu'il a fait une grave erreur en démissionnant le général de Villiers. Mais alors hier, bien évidemment, les Français ont pu suivre ces images du président dans les alpages, du président sur cette étape du Tour de France. On va revenir sur cette interview énorme, il n'y a pas d'autre mot du président, mais d'abord sur l'image. Alors que la France gronde, que l'armée est en ébullition, eh bien le président, lui, est sur le Tour de France. Il prend de la hauteur, comité d'accueil, bien évidemment. C'est bien fait, c'est léché. Il ne change pas son agenda et on peut lui reconnaître de la constance. La séquence militaire, c'est ce matin à Istres. À partir du moment où c'est programmé, où il installe son nouveau chef d'état-major des armées, et qu'hier il allait sur le Tour de France, on aurait reproché au fait que d'un seul coup, s'il annulait cette séquence au Tour de France, ça aurait déclenché une polémique et ça l'aurait encore plus affaibli. Mais sans l'annuler, elle est bien faite cette séquence. Mais elle est bien faite comme depuis le début, Emmanuel Macron soigne sa communication avec des erreurs, bien évidemment, notamment quand il a affirmé qu'il était le chef. Mais ça, c'est un sujet du passé. Mais en tout cas, hier, peut-être pas forcément du passé. S'il avait annulé sa séquence, ça aurait déclenché une polémique. Ça l'aurait encore plus fragilisé. Ça aurait déclenché une polémique aussi sur l'histoire du Tour de France. Il faut bien qu'il aille au Tour de France. Et surtout, on aurait dit il a quelque chose à se reprocher, ou alors il y a quelque chose qui déconne, etc. Alors qu'à partir du moment où il maintient son agenda, en termes de communication, il montre une constance. Hier, le Tour de France, et ce matin, une séquence avec les militaires à Istres. Et finalement, c'est pas si grave. Évidemment, c'est pas si grave. C'est le signe, en tout cas, que voulait donner le président. Alors, on vous en parle. Il y a cette interview extraordinaire du président. C'était hier, en fin d'étape du Tour de France, l'émission Vélo Club sur la ligne d'arrivée. Certains coureurs, d'ailleurs, n'avaient même pas fini de pédaler. Il y a un cadre, le vélo, bien sûr. On parle de vélo. Mais alors, avant d'écouter cette interview, juste un petit rappel. Et ce rappel est signé Emmanuel Macron. Il y a des règles, président de la République. Je ne ferai pas de commentaires sur d'autres choses que ce sur quoi je vis aujourd'hui. Quand je suis à l'étranger sur un sujet international, je ne fais aucun commentaire sur la politique française. Aucun.
Je vais vous dire, j'ai posé des règles claires, donc moi, quand je les pose, je les respecte. Parce que, objectivement, nous sommes ici sur des sujets essentiels. Vous parlez des péripéties du quotidien dans notre pays. Il ne m'appartient pas ici de les commenter. Je serai à Paris, je ne les commenterai pas davantage. Parce qu'un président de la République ne commande pas. Mais oui, un président de la République, on est bien d'accord, ne commande pas. C'est une règle que le président s'est fixée depuis le début de son quinquennat. Alors, pourquoi ça ? J'ai une question en fait toute simple. Est-ce que la crise pour vous au sommet de l'armée est derrière vous, ou est-ce que vous allez justement devoir rassurer l'armée ? Je veux rendre hommage au général de Villiers, qui est un militaire de grande qualité et qui a servi avec responsabilité et dignité l'État pendant plusieurs années. Je pense que les armées peuvent être très fiers du chef d'état-major qui a été nommé ce matin en Conseil des ministres, général Lecointre, qui est un héros militaire, comme il y en a peu. Et je vous invite à regarder ses faits d'armes et sa carrière, qui est un grand général de l'armée de terre et qui sera un grand chef d'état-major des armées. Et il aura non pas un budget à défendre, parce que ça n'est pas le rôle du chef d'état-major, c'est le rôle de la ministre des armées. Il aura des troupes à conduire, des opérations à mener, une stratégie, des capacités à défendre et à proposer au chef des armées qui est le président de la République. C'est comme ça que la République fonctionne bien. Alors, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de l'interview du 14 juillet, puisque le président ne voulait pas répondre aux journalistes, mais tout simplement de l'émission hier, à la fin de l'étape du Vélo Club. Jackie ? Alors juste, je m'inscris totalement en faux avec ce qu'a dit Romain. Cette séquence, elle n'était pas bien faite. Je vais vous donner un exemple rapidement. Si elle avait été bien faite au cabinet, on se serait dit quoi ? On a un problème avec l'armée, le Tour de France, c'est quoi ? C'est 3000 soldats, c'est 3000 policiers en plus sur le Tour de France, et parce que le niveau de sécurisation demandé était maximal. Tout le monde avait extrêmement peur de ce qui pouvait se passer. Je suis Macron, je convoque les troupes du RAID qui dépendent de la police nationale, je les fais descendre de leur hélicoptère, je leur serre la louche, je leur tape l'épaule et je leur dis les gars, c'est bien la défense, mais c'est aussi la police. Là, je suis allé faire le pingouin avec des gens. Donc cette séquence, elle était mauvaise en termes de communication. Moi, vous y allez un peu fort quand même, elle était mauvaise, c'était mal géré. Il aurait dû reprendre la main parce que la défense, c'est aussi la police. S'il avait voulu dire les gars, c'est moi le chef. Maintenant, il y a aussi la police et il serait allé dire aux policiers qu'il les aimait. Donc, c'est pas bien. Après, là, il commence à tailler complètement les règles qu'il a lui-même fixées. Donc, quand on commence à revenir dans une famille sur des règles qu'on a soi-même fixées, vous êtes père de famille, je suis père de famille, c'est pas très bon. Ça peut poser des problèmes. Mais cette interview en urgence, on est à la fin de l'émission Vélo Club. Le président a toujours dit « je ne m'exprimerai pas si je ne suis pas sur le terrain idoine ». Parle de vélo et tout d'un coup, le général de Villiers revient. Oui, parce que c'est l'obsession du moment. Et donc, je veux dire, il obéit à une règle de communication non écrite, même s'il transgresse par ailleurs les règles, en disant aujourd'hui, qu'à un certain moment, moment, parler du sujet. Alors, il le fait dans des termes qui sont des termes, en fait, qui répètent d'une certaine manière ce qu'il a déjà dit. Alors il y a l'hommage obligé au général de Villiers, l'hommage au général Lecointre qui arrive, qui effectivement est un héros assez extraordinaire, et puis tout d'un coup il rappelle un certain nombre, il revient sur le gros sujet qui est le sujet de la défense, du budget de la défense, et là il rappelle un certain nombre de règles, de principes, et il le fait de manière assez dure, assez abrupte. C'est ça aussi. Alors que le cadre ne s'y prête pas. Et alors que le cadre, effectivement, là, ça détonne un peu avec ce cadre-là. Romain Mouton et puis Emmanuel Hervé, est-ce qu'une telle interview, ou du moins une telle question, et c'est à dessein qu'on a laissé la question du journaliste de France Télévisions, qui m'a l'air plus embêté qu'autre chose, ça se prépare ? Ça a été dicté ? Ça a été commandé ? Ou pas ? Pour qu'un journaliste sportif pose une question sur les sujets militaires, je pense que c'était préparé en avance. D'autant plus qu'Emmanuel Macron a répondu alors qu'il d'habitude ne répond pas. Donc est-ce qu'il s'est senti en crise et donc une nécessité de s'exprimer et de faire sauter le verrou de la communication avant la séquence de ce matin ? C'est tout à fait probable, oui. Oui, c'est possible. Cependant, ce que je voudrais, là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que de se dire le lendemain, immédiatement, d'aller saluer les troupes du RAID, d'aller faire un geste exprès qui n'était pas prévu pour rendre hommage au monde de la sécurité, à la police, à l'armée, ça aurait été un petit peu maladroit, un petit peu trop voyant, trop voyant, trop visible. Je trouve que cette question, sachant qu'il y avait le déplacement de ce matin, voilà, sachant que vous pourrez suivre d'ailleurs en direct sur LCI à Istres du ministre.
voilà, là, il va pouvoir du coup s'exprimer complètement, enfin, dérouler en fait, dérouler sa défense. En revanche, cette question, même si elle était prévue, je trouve que la réponse est très intéressante parce qu'elle repose le cadre. Effectivement, il manque en général un petit peu d'empathie, mais je pense qu'on peut lui reprocher d'avoir dit « je suis le chef ». Quand on ne convainc personne en disant « je suis le chef, je suis très bien, je suis transparent », etc., ça marche pas. Il faut prouver, il faut des preuves. Et là, dans la façon dont il parle des règles, de qui statue sur le budget, etc., je pense qu'il prouve sa posture de chef. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que le chef est le problème du chef. Je suis le chef. C'est pas passé. Énormément de réactions, énormément de critiques. Hier, après la posture du président de la République, après la démission du général de Villiers, sélection de la médiateur, vous allez voir, il est question de chef. Même Jupiter devrait savoir distinguer l'autorité, louable, de l'autoritarisme, indécente jouissance d'un pouvoir personnel. L'autorité d'un chef, c'est prendre des décisions courageuses, difficiles et responsables. Là, les décisions qui ont été prises sont irresponsables. Ce n'est pas à lui de demander que soit limitée la parole du chef des armées quand il s'exprime devant la représentation nationale. Il n'a pas à le faire, il n'a pas à le dire. Vous savez, un vrai chef n'a pas besoin de répéter tous les matins qu'il est le chef. Un vrai chef, c'est quelqu'un qui a de l'autorité et pas de l'autoritarisme. Emmanuel Macron a suscité une crise qui est une crise extrêmement sérieuse. Et il faut bien le dire, qu'on n'avait pas vu depuis des décennies dans notre République. On parle de l'image dans la médiasphère, vous le savez, on parle de com, et là, il y a un problème de chef. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, et c'est bien que vous ayez laissé le témoignage de Marine Le Pen juste à la fin, je pense que vous l'avez fait exprès, c'est que ce qu'a essayé de faire Marine Le Pen au deuxième tour et à la fin de la campagne, parce que rappelez-vous, elle a essayé un peu de l'agacer, elle savait qu'il était autoritaire, elle savait qu'il portait en lui cet autoritarisme, mais dans le bouquin d'Anne elle avait été particulièrement agressive. On le rappelle. Et bien finalement, ça y est, ça s'est exprimé là. Et donc c'est assez intéressant parce qu'elle n'est pas arrivée à révéler ça, et il l'a révélé tout seul. Il a été pris à son propre piège, il est son pire ennemi. Macron est le pire ennemi de Macron. Alors, juste sur la notion de chef, vous savez, dans l'armée, il y a un truc qui est inamovible. On dit toujours, pour pouvoir commander, il faut savoir obéir. Ça, c'est une règle de base. Eh bien, Emmanuel Macron, il n'a pas obéi à quelques règles fondamentales. Tout le monde les a rappelées sur les plateaux, je ne vais pas revenir dessus, de la Grande Muette. Et à ce titre-là, il a lui-même dégradé sa fonction de chef, déjà par ses actes, et en même temps en étant obligé de le rappeler. C'est intéressant, vous pensez que dans l'opinion publique, parce que c'est ce qui compte notamment pour le président, l'image du chef a été dégradée ou pas ? Oui. Non. Bon. Mais bien sûr que non. C'est extraordinaire. Moi, je ne pourrais pas défendre Marine Le Pen, attaquer Emmanuel Macron et défendre sa corporation comme le fait Jackie. C'est extraordinaire à quel point on est en train de piétiner les politiques. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire dans ces images-là, c'est de voir des politiques qui se défoncent eux-mêmes. Parce que c'est quoi la position d'Emmanuel Macron ? C'est la victoire du politique sur l'administration. Et c'est un symbole du quinquennat. Alors oui, on va retenir ça au début. Et sur toutes les administrations, sur toutes les administrations. Il aurait cédé à l'armée. On aurait dit que c'était un faible. Il aurait cédé sur toutes les administrations. Alors chacun va défendre sa corporation, chacun va défendre ses intérêts. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que là, Emmanuel Macron prouve que c'est un président. On est passé d'une république mollusque à une république qui préside. Il utilise tous les leviers de la Ve République. Il préside, il décide. On n'est pas habitué. On a voté pour un type, maintenant laissons-le présider. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il a l'autorité sur l'administration. C'est l'autorité politique. Et il y en a un moment, on passe son temps à critiquer l'administration. On passe son temps à dire que l'administration dirige la France. Là, on a un type qui a été élu, qui va mettre au pas l'administration. Et s'il avait cédé à l'armée, il aurait cédé à l'école, aux hôpitaux, etc. Et on va avoir le même débat partout. Parce que c'est quoi le service public ? Sur quoi on va demander des sacrifices ? Sur des choses essentielles aux Français. Sur la police, sur les hôpitaux, sur les écoles, etc. Et ça fait des années, des dizaines d'années qu'on passe notre temps à dire qu'on a une dérive de la dépense publique, qu'on a une dérive de tout. Et là, aujourd'hui, on a quoi ? On a des médias, des experts, etc. qui sont en train de dire « Ah ben non, faut pas toucher à l'armée. Ah ben non, faut pas toucher à la police. Faut pas toucher à l'école. » Mais quoi ? On a un président qui décide, qui a une autorité sur l'administration, et on peut que se réjouir d'une chose, de la victoire du politique sur l'administration. Et je rajouterais que, en marge bien évidemment tout ça, mais en parlant de l'administration, et notamment de la haute administration, c'est qu'Emmanuel Macron, c'était plutôt discret d'ailleurs, a décidé de noter cette hausse administration, et en fonction des notes, il y a des gens qui perdront leur job. Donc, oui, mais en fait, là-dessus, il institutionnalise quelque chose qui est très fort, et je pense que Romain a raison. Je dirais, en fait, rappeler effectivement. Ma question était, Nicolas, vous qui êtes politologue, c'est est-ce que par cette
non-décision ou par cette prise de position, ces prises de position, Emmanuel Macron n'a pas dit simplement « je suis véritablement le chef ». Peu importe. Non mais il est le chef et de toute manière tout le monde le sait, c'est une présidence verticale, c'est lui qui décide, il a fixé les rôles respectifs du président, du Premier ministre, des ministres, des parlementaires, donc il y a un cadre beaucoup plus rigide d'une certaine manière que ce qui n'existait jamais et là-dessus je pense que c'est incontestable parce qu'on avait besoin et je pense qu'il y avait ce besoin d'autorité et c'est vrai qu'on voit un certain nombre de critiques de gens qui ne sont absolument pas crédibles pour le lui rappeler dans des termes qui l'ont fait, disons la mauvaise utilisation du mot. Là où il y a un sujet je pense spécifique sur la défense. Il y a premièrement un problème quand même d'empathie par rapport aux des militaires qui sont probablement beaucoup plus que d'autres catégories en première ligne. Deuxièmement, il y a, et ça a été beaucoup souligné à l'étranger, quelque chose qui devient incompréhensible. C'est-à-dire que justement Emmanuel Macron est celui qui a dit on va porter l'effort de défense, alors certes à l'horizon 2025, à 2% du PIB. On a vraiment un rôle moteur. Une des promesses de campagne. Oui, non, mais il va beaucoup plus loin parce que ça a été rappelé de manière constante. Et c'est le centre de sa politique. Et là, on se voit tout à coup, alors on sait très bien ce que sont, quand on travaille dans l'administration, les régulations budgétaires, les coupes, etc. Mais là, il y a quelque chose qui, par rapport à ce narratif très fort d'Emmanuel Macron sur la défense est essentiel, quelque chose qui, à un certain moment, n'était plus compris, non seulement par l'armée, mais aussi par le public. Et c'est là, je pense, où il y avait le vrai problème, il est là. Alors, je vous laisse continuer, bien évidemment, à débattre sur le sujet. Éléments de commentaires ou éléments de réflexion, LREM. Ça a été compliqué de les trouver hier. Je pense qu'il y a eu une bonne réunion de crise. Il a fallu avoir des éléments de langage. Et puis, l'autorisation, pour certains, enfin, de s'exprimer sur le sujet. Bien écoutez. Il y a manifestement un désaccord exprimé par le chef d'état-major des armées. Et j'insiste bien sur les deux fonctions. On constate ce désaccord, l'un s'en va et remplacé. Il a parfaitement le droit d'exprimer un désaccord avec le chef des armées. Mais comme un militaire, avec honneur, il ne peut pas contester le choix qui a été fait par son chef. Si la considération pour nos militaires devait se mesurer à l'aune des annulations budgétaires, alors je pense que certains ici sur ces bancs pourraient procéder à leur examen de conscience. Voilà, ça c'est l'élément de langage. C'est des contre-argumentaires. Encore une fois, je vais m'inscrire en faux face à Romain. C'est bien pour ça que vous êtes face à face et non pas côte à côte. Le contexte est absolument pas le même. Je veux dire, on ne demande pas à un trésorier payeur général du fin fond de la France de s'agacer parce qu'on lui retire un bureau. C'est quelqu'un qu'on a renouvelé le 1er juillet, qui devait partir à la retraite. On lui a demandé de mener un job difficile. C'est pas d'être dans un bureau pouilleux à Limoges, c'est de risquer sa vie dans un VAB en Afrique. C'est pas le même métier. Moi, j'ai grandi là-dedans. Je sais ce que font ces gens-là et je sais ce qu'est leur vie. C'est pas la même que le mec qui est au fin fond de Limoges ou que le communicant qui est à Paris dans un bar en train de dialoguer sur un plateau de télé. On a demandé à ce type-là d'être renouvelé. On lui a donné des garanties. Et ce type-là, il dit à ses hommes, si je te dis d'aller te faire tuer, tu vas te faire tuer et tu fermes ta gueule. Et que les contrats sont pas du tout les mêmes entre ce métier et d'autres métiers. Et donc, ce type-là, on l'a déshonoré étape après étape. Et donc, évidemment, quand en plus, on lui fait l'affront, et Alexis Corbière l'a très bien rappelé, à huis clos, selon les règles inamovibles de ce qu'on appelle Chatham House, c'est-à-dire que jamais rien ne sort, eh bien, ça se répand un peu partout, parce qu'il a répondu à l'Assemblée nationale. Qui a sorti ça? Ça, c'est pas de balancer un truc dans la média. Ça, c'est illégal. Si on trouve quelqu'un, il peut être condamné. Eh bien, on a ruiné la carrière d'un type et on a déshonoré un corps dans son ensemble. C'est ça qui s'est passé. C'est pas juste de retirer 850 millions à un corps qui va les obtenir. C'est le fait que on marche sur une république parlementaire, à un type à qui on a demandé, en faisant le signe de croix, de conduire une mission pendant quelques temps que personne d'autre ne pouvait assumer dans un contexte qui est extrêmement préoccupant. Parce que les économies demain, aux premiers soldats tués, et ils étaient là le 14 juillet, et ils ont eu le droit à des blablas et à leur famille sur la tribune des Champs-Élysées, eh bien on dira, voilà, quels sont les résultats concrets et qui pourra aller les défendre parmi les gradés? Personne, parce que le contrat entre le politique et les militaires aura été rompu. Ça, je vous rappelle juste c'est insupportable. Une parole de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron qui lui aurait dit
que la chose la plus dure quand on est président de la République, c'est quand on se retrouve aux Invalides devant un cercueil avec un drapeau français. Peut-être que là, il y a des choix qui seront ou regrettés ou pas. En ce qui concerne justement cette position de chef défendue par les siens, et je dis les siens à dessein, les partisans d'Emmanuel Macron, là aussi, la question est la même. Est-ce que quelque part, l'autorité, la position de chef, comme le disait Romain tout à l'heure, celui qui décide, n'a pas été prise hier, même si le symbole est fort, même si touché à l'armée, alors que la France est en guerre, ça peut choquer, ça peut poser problème. Enfin, je pense qu'il l'apprend et qu'il l'a depuis le début. Là, il l'approuve un peu plus. Mais il faut peut-être revenir sur la maladresse du timing, des annonces, etc. Sur la fuite. La fuite, il se dit que ce seraient les députés d'opposition qui ont fait fuir cette parole. La parole du général de Villiers n'a pas été... franchement respectueuse non plus. On peut rappeler le verbatim. Oui, alors... Bon, alors c'était à huis clos. Beaucoup se sont exprimés, des militaires, en disant que voilà, c'est une parole de militaire, d'un homme après, qui... Après, il y a eu le communiqué sur Facebook, ou plutôt l'espèce de lettre... où le général parlait de confiance. Où là, c'était vraiment beaucoup plus problématique, à mon sens. Et là, c'était vraiment une sorte de casus belli, si j'ose dire, avec le président... Là, il y avait un bras de fer. Là, il y avait vraiment une guerre. Mais on avait l'impression que là, il était déjà... Là, on a l'impression que, entre guillemets, la messe était dite et qu'il avait décidé de partir. Mais est-ce que le bras de fer, il est pas entre ce sont deux Bercy étapes et la différentes. Défense, en fait, plus qu'entre ces deux hommes? Est-ce que finalement la confiance Vous avez véritable... entendu Madame Parly, Oui, c'est oui. clair ce qu'elle a dit. Voilà, et est-ce que la confiance entre Macron et Villiers, elle est probablement encore là, le respect entre les deux hommes? Je ne parle pas d'institution. Oui, mais Emmanuel Macron, hier, dans cette fameuse interview sur France Télévisions, a quand même redit qu'un général et un chef d'état-major des armées étaient pour commander ses hommes et les armées, et que tout ce qui était question budget revenait au ministre de compétences. Dites, on va revenir justement sur... Puisque c'est Bercy qui a gagné. Techniquement, c'est faux. Si vous me permettez, on va revenir sur la psychologie du président, parce que depuis quelque temps, il y a une chansonnette sur l'homme Macron, le président Macron, celui qui veut et celui qui décide, le Jupiter, le Napoléon, le tout ce que vous voulez. Analyse, elle est partisane, je vous préviens tout de suite, mais on l'écoute. Ça dit quelque chose sur Jupiter. Ça dit que Jupiter confond parfois autorité et autoritarisme. Il y a un problème, il y a un sujet, y compris dans la volonté d'humilier le chef d'état-major devant ses propres troupes à la veille du défilé militaire. Il rappelle qu'il est le chef, il rappelle à l'ordre de manière sèche quelqu'un qui s'est exprimé dans le cadre d'un huis clos devant une commission parlementaire. Ce qui, quand même, interroge. La vraie façon d'être un chef et d'être un chef respecté, c'est de respecter d'abord ses propres engagements. Pour pouvoir créer la confiance, il faut d'abord être un homme de parole. Et c'est ce qui manque aujourd'hui au chef de l'État. Est-ce que vous pensez, là aussi, on est dans l'image, on est dans la communication, que la confiance est rompue? Pas de sondage, d'ailleurs, alors nous parlons sur cet épisode, c'est peut-être trop tôt, avec le général de Villiers. On peut parler de confiance rompue. Entre qui et qui? Et Jérôme entre Fourquet, les Français. Jérôme Fourquet de l'IFOP Non, je pense que les Français, au contraire, vont saluer le fait que Emmanuel Macron tienne ses engagements, parce que là, on n'a déjà pas les chiffres du budget. C'est-à-dire que là, on est aussi en train de parler de politique fiction. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement, on n'a pas les résultats de combien vont être les coupes budgétaires et surtout de combien le budget va évoluer sur les 5 ans à venir. Donc, je ne veux pas anticiper la réaction des Français, mais à mon sens, ce qui va en retirer, c'est que c'est quelqu'un de ferme qui préside et qui, en tout cas, sait tenir tête à l'administration. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis quelque temps on a cette petite musique comme quoi Emmanuel Macron casse ses jouets? Pourquoi Emmanuel Macron est un président plus napoléonien que jupitérien, et qu'à un moment donné il y a ce qu'il décide et ce qu'il décide et point d'autre chose? Je pense parce que, encore une fois, son style tranche. Et puis qu'il y a un certain moment où, comme les différentes oppositions sont très faibles, je parle des oppositions politiques, y compris celle du PS avec M. Faure ou quelques autres, il faut bien essayer de trouver matière. Et la seule chose qui devient critiquable aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas encore de grandes décisions qui ont été prises, ça c'est trop tôt, on verra dans les mois qui viennent, eh bien ce sont nécessairement la posture, le style, la manière dont il a défini son propre rôle et sa propre tâche, ses faux pas, parce que là il s'agit quand même d'un faux pas, je pense que la phrase sur le chef, elle était certainement malvenue, ça c'est tout à fait évident, et donc il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Et il faut voir aussi que ça vient après quand même des moments, je dirais aussi, d'enthousiasme, d'attente. Même des gens qui n'ont pas voté pour lui restent quand même sur une attente. Et tout le monde se dit, il faut quand même l'aider, c'est la seule chance. Alors quand il dérape, on dit, mais
finalement, il y a un petit problème par rapport à cette Et ça tranche résolument avec les 2 quinquennats précédents aussi, peut-être. On a été plusieurs à s'émouvoir, et Alexandre Malafaille, qui a fait une très bonne tribune dans le Figaro sur ça, le disait très bien. Il a fait une campagne où il était un leader politique. Donc derrière lui, il avait des militants, des gens qui l'accompagnaient. Et on disait, attention, désormais, Monsieur Macron, vous êtes le chef de l'État, il va falloir devenir un chef d'équipe. Et un chef d'équipe, ça porte ses collaborateurs pour que eux vous permettent d'assumer vos réformes. Et pour l'instant, en tant que chef d'équipe, eh bien, il n'est pas bon. Et ce qu'il a fait hier avec les militaires, c'est pas comme ça qu'on doit conduire ces réformes, parce que pour conduire ces réformes, il faut avoir cette autorité naturelle. Et la on veille, sait, comme chef, il était descendu François, dans l'arène pour Hollande. aller voir un certain nombre de parlementaires en lieu et place de son Premier ministre. Donc, D'accord, je pense que le chef d'équipe, c'est le Premier ministre. Il est chef d'équipe parce qu'il est président entrepreneur qui a créé un mouvement. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a eu la foule derrière lui. Enfin, les gens sont enthousiastes parce qu'ils ont cru, et je pense qu'ils continuent à croire, que lui va véritablement réussir à changer quelque chose. Mais c'est à lui qu'ils vont accorder le crédit ou le débit de ce qui va être fait. Oui, mais le chef d'équipe qui doit mettre en œuvre, c'est le Premier ministre. Maintenant, c'est vrai que sur cette histoire de défense, il faudra voir aussi comment Florence Parly va se débrouiller. Parce que c'est elle, malgré tout, qui va être aussi concrètement tous les jours en première ligne. Et comment le contact va passer entre elle et l'armée. Et je pense que ça, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir, mais ça va être absolument déterminant dans la capacité du président aussi de renouer cette confiance un peu écornée, malgré tout, quand même. Et on va voir si la Grande Muette restera muette encore très longtemps. Je rappelle, pour le suivre en direct sur LCI, l'arrivée du président de la République Emmanuel Macron à Istres, au milieu des troupes, c'est à partir de 10h. Alors, il y avait un autre piège pour le gouvernement hier. Ça devait être l'actualité principale. Il s'est passé autre chose. On vient d'en parler. Le dossier GMS. Report lundi, d'ailleurs, de la décision du tribunal de commerce sur l'éventuel repreneur. Mais face à la colère, face à l'exaspération, vous allez voir les images des ouvriers de l'entreprise. Le Premier ministre avait décidé d'envoyer 2 pompiers de service, Benjamin Griveaux et Bruno Le Maire. Attention, mesdames et messieurs, ça, c'est de la com. Bonjour. On ne laissera personne au bord du chemin. C'est l'engagement que je prends. Nous voulons que la signature soit faite dans les heures qui viennent. Le plus tôt sera le mieux. Après, je ne l'ai jamais caché, le repreneur ne reprendra pas tous les ouvriers. Monsieur, je connais bien votre département. On ne va pas vous laisser tomber. Attendez. Non, mais il faut arrêter de pas tomber con, là. On ne va pas vous laisser tomber. Si je suis là, monsieur, c'est que je ne vous laisse pas tomber. Je suis là. Oui, non, mais je comprends bien, mais il faut nous accompagner. À vous et à vos familles. Je laisse tomber personne. Dites-moi une petite question. Est-ce que ces images, ça vous rappellerait pas quelque chose? Regardez. Je vous fais pas de promesses en l'air, monsieur. Moi, je vous fais pas de promesses en l'air, là. Je vous dis juste, ça va durer. Non, mais est-ce que vous me laissez vous dire 2 mots là-dessus? Est-ce que vous me laissez vous dire 2 mots sur l'emploi des jeunes, l'amiénois et puis la suite? La réponse à ce qui vous arrive, ça n'est pas de supprimer la mondialisation ou ça n'est pas de fermer les frontières. Moi, je viendrai toujours sur les sites. Et je reviendrai sans les caméras, vous voyez bien, je l'aurais dit ce matin, pour vous rendre compte. Mais après les élections? Non mais, bien sûr, je viendrai après les élections. Même si vous perdez? Oui, même si je perds. Vous viendrez en priorité nous voir une fois que je passe. Voilà, ça c'est une belle séquence, ça c'est de la com. La patte Emmanuel Macron, pour être totalement complet avant de vous laisser la parole, une petite réaction justement à cette visite de Bruno Le Maire et de Benjamin Griveaux. A tout de suite. Par rapport à ce qui a été annoncé par Bruno Le Maire là-bas, vous en pensez quoi? J'en pense quoi? Je pense qu'il a réussi un bon petit coup de com'. Alors, il devait sûrement s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de salariés. Malheureusement, il y en avait peu, parce que pas mal sont là, d'autres sont peut-être aussi en vacances ou en maladie, parce que ça commence à tirer sur les bretelles de certains. Et on le vit plus ou moins bien. Et on le vit plus ou moins mal également. Messieurs les communicants? J'ai assez parlé sur l'armée. Emmanuel, qui est une spécialiste, a peut-être plein de choses à dire. Je rajouterai après. Mais je pense qu'il y a une chose aussi très simple, c'est que ça marche encore, ça? Non, ça ne marche plus, mais ça marche plus. Et on ne peut pas le reprocher non plus aux politiques. C'est-à-dire que vous avez des politiques qui se sentent sommés, en quelque sorte, d'aller au chevet d'une entreprise, qui essayent de faire
le maximum, mais qui ne sont pas non plus, qui ne peuvent pas tout faire. Je veux dire, ils peuvent pas, on va pas racheter l'entreprise. Ce n'est pas l'État, c'est comme on disait, l'État ne peut pas tout, mais l'État en particulier, et ce serait complètement déraisonnable, ne va pas racheter l'entreprise. Donc, le pouvoir des politiques est limité. Ils peuvent uniquement faire preuve de compassion, c'est au moins le minimum, et ils le font, et ils le font bien. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent? Mais encore une fois, et je pense qu'encore une fois, c'est pas spécialement Bruno Le Maire ou Benjamin Griveaux ou Emmanuel Macron pendant la campagne, mais c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et je pense que... De la com. Voilà. En attendant. Il n'y a rien d'autre. Ce qui est intéressant dans le cas de cette entreprise, c'est que c'est devenu un symbole. Et à partir du moment où c'est devenu un symbole, on est dans un corner et dans une espèce d'entonnoir où on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et on se rappelle que cette entreprise, Bruno Le Maire y est déjà allé dès qu'il a été nommé ministre de l'économie et des finances. Donc il est dans une constance en termes d'action, une constance en termes de communication. Et ça fait partie des dossiers chauds et médiatiques du ministre de l'économie qui finalement a une patate chaude et il doit s'en dépeutrer, sachant que la décision finale ne dépend pas de lui. Donc c'est dans tous les cas injuste. C'est un exercice difficile. Décryptons pour celles et ceux qui nous regardent d'arriver sur le terrain comme ça, même si ça doit être préparé, ou pas d'ailleurs, visiblement, quand on entend le syndicaliste de la CGT. Non, mais je trouve que la posture, il a très bien réussi. La posture est très bonne, c'est-à-dire qu'il a réussi, en tant que ministre, qui n'est pas évident, face à un homme qui pleure, à ne pas... Au contraire, mettre une distance, parce que c'est émotionnellement compliqué, à avoir le geste on qui va bien. s'en souvient, certains, pendant la campagne, se sont heurtés à ces écueils-là. Hein. Oui, non, mais c'est très compliqué, parce qu'on n'est pas forcément formaté pour ça, on ne sait pas forcément faire ça, on peut être très déstabilisé par cette émotion, parce qu'il y a énormément d'émotions, et c'est pas l'émotion, c'est pas leur job, c'est pas des assistantes sociales. Donc de réussir à faire ce geste d'ouverture et à prendre le type par l'épaule, je trouve que c'est très réussi, et c'est ce que n'avait pas fait Emmanuel Macron à Whirlpool. Hein, il avait été démarche... assez bon. Il avait quand même été assez bon. Il avait été assez bon, mais parce qu'il avait parlé avec les gens, il avait écouté, il avait passé du temps. Il était beaucoup plus chaud et beaucoup plus tendu quand même. Il expliquait les choses, il essayait de prendre de la hauteur de vue, de décliner ses sujets, comme il est toujours, donc un peu professoral d'une certaine manière. Ce qui est intéressant, alors que là, le maire n'a rien à dire, donc tout ce qu'il peut dire, c'est l'empathie. Du Facebook Live, mais là, effectivement, contrairement à ce que vous avez vu à Whirlpool, il y avait d'autres médias et d'autres caméras. Peut-être que la leçon a été retenue. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que vous le disiez à juste titre, c'est que GMS, c'est un peu le sparadrap sur le doigt du capitaine Haddock. C'est quelque chose qui va coller. C'est peut-être d'ailleurs emblématique de ce qui va se passer, de la réalité pour Emmanuel Macron et pour son gouvernement. Ce qui est intéressant quand on voit ça, c'est les suites. C'est après. Est-ce que la com suffira à un moment donné? Est-ce que l'image suffira? Bien sûr que non, il faudra des résultats. Et ce qu'on peut, on a souvent reproché à Bruno Le Maire d'être trop froid, trop rigide. Et ce qui est intéressant dans ces images, c'est de voir qu'il brise un peu l'armure et qu'il arrive à être naturel sur cette séquence-là. Ça prouve aussi une évolution dans la communication et dans la personnalité de Bruno Le Maire. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne sera... Ça ne sera à son crédit qu'à partir du moment où il y aura une réussite. Et ce qui est terrible, c'est que la réussite ou l'échec ne dépendent pas totalement de lui. Donc le politique sera responsable d'un échec ou d'un succès dont il est... Ça peut justement être un dossier emblématique pour le gouvernement, la première vraie, entre guillemets, crise sociale à régler. C'en est une. Et puis alors, ce qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs, c'est qu'en matière de crise sociale, on a un gros problème en communication, ça s'appelle le délit d'entrave. C'est-à-dire que quand vous... résolvez un dossier ou quand vous mettez en place la mécanique du plan social, de cession d'un groupe, si vous dites demain, voilà, je rase gratis, je sauve tout le monde, vous ne pouvez pas le faire comme ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déplacer quelqu'un, vous devez réserver toutes les annonces aux institutions représentatives du personnel. Donc, à la différence d'un chef militaire ou d'un autre dossier dans le sport ou dans tout autre dossier, là, vous êtes tenu par des process qui sont extrêmement cadrés. Donc, empathie, déplacement, on ne peut pas faire grand-chose. C'est plutôt pas mal géré. De liquidation judiciaire, c'est différent. Alors, c'est différent, mais je remets le cadre de la crise sociale. Parce pour que les Français qui regardent ces images, quel que soit le cadre, et ça le devient gouvernement va être aussi engagé là-dessus. Oui, mais ça pose aussi beaucoup plus largement la question du rôle de l'État dans une économie de marché où on a un certain nombre d'entreprises. Et ça, c'est un sujet vraiment de fond. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État ne peut pas tout, mais quand on l'a dit, on l'a...
tout régler et qu'il ne pourrait pas s'opposer aux mais l'État, il délocalisations. met quoi? Et ça, c'est le rôle de l'État aujourd'hui, tel qu'il est défini, mais pas uniquement, enfin aujourd'hui, depuis déjà une bonne dizaine d'années, voire davantage. Il met autour de la table les différents partenaires. Ça devient une sorte de médiateur. Ce n'est plus un acteur, ce n'est pas quelqu'un d'indifférent. Il met les gens, il essaye, c'est un facilitateur. Et le rôle d'un État facilitateur est quand même très compliqué. Et par pose la une loi, vraie question. il lui demande aujourd'hui de le faire. mais ça Puisque pose une la vraie dernière loi question. qui va être déconstruite, qui oblige un groupe à ne pas mettre en déficit sa fille ou de l'accompagner, fait que l'État s'immisce là-dedans. Donc techniquement, il est obligé de le gérer et lui-même, il se contraint à gérer des dossiers comme ça. Prochaine étape sur ce dossier GMS, ça sera lundi, tribunal de commerce et décision sur le repreneur. Vous allez voir, l'image est en direct. Et vous pourrez le suivre en direct sur LCI, la chaîne info. Istres, la base des militaires, pas encore au garde à vous et qui attendent l'arrivée du chef de l'État. C'est à suivre tout de suite. En attendant, merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous de nous regarder. On se retrouve demain à la même heure. Et on se quitte, et on aime ça dans la médiasphère, sur ce qui va suivre. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette.